Salut. Alors, ouais, ça fait très longtemps. Euh, j'ai pris, euh, j'ai pris de la masse musculaire. Je suis plus le même depuis. En gros, là, j'habite en face d'un, j'habite. Je suis en face d'un cabinet de dentiste. Et en fait, je voulais faire une expérience mentale que certains prennent au sérieux. C'est-à-dire que l'expérience mentale qu'on va faire, c'est l'opinion politique de certains. De moins en moins, je pense, mais c'est quand même le cas. Ça l'a été en tout cas. Euh, Il y a un mec qui s'appelait Ned Ned Ludd, Ludd, en Angleterre, qui était en fait dans, dans le textile au XVIIIe siècle. Et c'est dans le textile en fait que les premières machines sont apparues. Donc la machine à tisser. Et en fait, il se disait pas comme ouvrier à l'époque. C'était pas une industrie et du coup, Ned Ludd se disait pas comme ouvrier, mais plus comme artisan. Euh, de la même manière, il disait pas qu'il travaillait. Pour lui, il disait pas qu'il travaillait, ou surtout plutôt, on va pas utiliser le mot travail, je pense, ça va être compliqué sinon. Mais il disait pas qu'il produisait, il disait qu'il créait lui. Et en fait, quand il a vu la machine à tisser arriver, il s'est pas frontalement opposé à l'apparition de la machine. C'est pas parce que c'était une machine qu'il s'y est opposé. C'est seulement en fait en ce que la machine, elle l'amenait à produire des textiles que lui estimait en fait de basse qualité par rapport à ce qu'il produisait à l'époque. Et du coup, devant cette baisse de qualité, en gros, et, et en fait, étant donné qu'il se sentait comme un créateur plus qu'un producteur, euh, bah, il avait du mal en fait à accepter cette baisse de qualité. Parce qu'une baisse pour un créateur, et ça c'est encore vrai aujourd'hui, pour un producteur non, mais enfin, pour un producteur, en tout cas pas pour tous les producteurs, et pour la majorité des producteurs c'est pas le cas, c'est que pour les créateurs, vu qu'ils s'identifient en fait à ce qu'ils créent, vu qu'il y a une certaine partie, vu que ce qu'ils créent en fait vient d'une partie d'eux, est une partie d'eux en fait. Il me semble que c'est Bernard Stiegler qui parle de la technique comme exosquelette. C'est que la technique avec un grand T, c'est une espèce d'augmentation de l'homme, mais ça fait partie en fait de l'homme et de quasiment de son corps en fait. C'est physiquement pas son corps, mais vu que c'est lui qui l'a produit et que ça lui permet de fabriquer des choses avec ses mains, aujourd'hui c'est de moins en moins avec les mains, mais on s'en fout. Euh, Dans ce sens-là, en fait, Ned Ludd, il avait l'impression, comment dire, que vu que sa création était d'une moins bonne qualité, ça pouvait lui renvoyer en fait l'impression, avec l'apparition de la machine à tisser, que en fait c'était sa condition et quasiment son identité en fait. Je pense qu'on parlait pas encore d'identité à l'époque, mais son identité en fait se trouvait de moins bonne qualité en fait. Mm. Et tout ça pour dire que il s'est révolté et en fait il s'est mis à détruire toutes les machines à tisser qu'il avait sous la main, donc qui étaient dans son atelier, on va dire. Parce que de la même manière qu'on n'appelait pas ça une industrie, on appelait pas ça une usine là où il travaillait. Euh, voilà. Et ça a donné en fait lieu, je sais pas encore trop si c'est lui qui a initié véritablement et qui a théorisé en fait le ludisme, mais en tout cas de son acte a découlé l'expression du ludisme, Ludd-ISME. Bon, faut toujours faire gaffe avec les ismes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais cette théorie, elle rejette en fait frontalement non pas l'industrie, non pas le capitalisme, mais toute technique en fait. Aujourd'hui, on pourrait dire technologie, mais à l'époque, c'était technique. Et évidemment, il y a une partie d'anticapitalisme dans le ludisme, parce que remettre en question la technique et remettre en question le principe même de production que les ludistes opposent à la création,
bah, ça amène tout naturellement à, à repenser en tout cas la propriété en général, mais surtout la propriété des modes de production. On parle même pas de moyen de production, vu que le moyen de production en soi, c'est pour un ludiste, en tout cas pour le lude, en fait, vu qu'il produisait pas, il n'y avait pas vraiment de moyen de production. Mais du coup, c'était plus un mode de production de comment. Est-ce que c'était, comment dire, lui qui contrôlait et maîtrisait de A à Z l'ensemble des outils qui lui permettaient de transformer une matière première donc le tissu quoi, en une œuvre finale, ou bien c'était via une machine. Donc on parle même pas encore du statut de capitaliste et de moyen de production qui appartient à quelqu'un d'autre que la personne qui produit. Mais donc voilà, donc, dans le ludisme, il y a de l'anticapitalisme, mais il y a, voilà, si on devait résumer en 2 mots le ludisme, c'est le rejet et le refus à l'époque de la révolution industrielle, donc en fait de toute la civilisation qu'on appelle, je sais pas, aujourd'hui, il y en a qui l'appellent dans les cercles un peu collapsologues, la civilisation thermo-industrielle. Je pense qu'ils n'utilisaient pas encore les mots de thermo parce que il n'y avait pas encore l'utilisation de... C'était une énergie mécanique à l'époque, donc je sais pas si... Bref, en tout cas, c'est un rejet de la civilisation, et il y a également... dans le ludisme, il y a également une partie très anarchiste qui refuse l'État, et que les ludistes voient en gros l'État un peu comme... ça c'est aussi commun au communisme, mais voient l'État historiquement comme... voient en tout cas l'apparition de l'État historiquement comme un organe nécessaire à la protection de la propriété, en gros. Par rapport à ce dernier refus, en gros, rejet du ludisme, donc qui rejette le principe en fait de civilisation sous forme d'un État qui s'inscrit dans une dynamique industrielle, quoi. On peut rapprocher du coup le ludisme un peu de l'anarcho-primitivisme, qui va jusqu'à estimer en fait qui va jusqu'à rejeter, ou en tout cas à contester la pertinence de l'apparition de l'agriculture. J'ai pas bien formulé, mais en tout cas les anarcho-primitivistes rejettent les fondements de l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils rejettent dans l'agriculture? Ils rejettent la domination par l'homme de la nature, la domestication par l'homme de la nature. Voilà, la plupart estiment que c'est à partir en tout cas de cette domestication que voilà, sont apparus les empires, les États, et finalement on en arrive à une domestication de l'homme par l'homme, mais qui a commencé par une domestication par l'homme de la nature. Là-dessus, il y a Van Eghem, il me semble, un écrivain situationniste, voilà, qui parle pas mal de l'agriculture comme point de départ un peu et point de rupture d'une humanité plus ou moins en harmonie avec la nature, et qui suffisait en fait de ce que la nature apportait. Là, faut faire gaffe à un truc, c'est que il y a une partie des anarcho-primitivistes, ou en tout cas dès qu'on part un peu sur la remise en question de l'industrie, du concept de civilisation et du concept d'agriculture, certains peuvent tomber un peu dans le culte de l'homme primitif. Il y a primitivisme dans anarcho-primitivisme, et c'est quelque chose qui est assez dénoncé dans le cercle un peu anarchiste, et aux États-Unis ils appellent ça anti-civ, pour anti-civilisation. Voilà, c'est cette espèce de sacralisation de l'homme pré-néolithique, quoi, en gros. Faut faire gaffe, voilà, et contester dans ces cercles-là. Tout ça pour revenir au point de départ, c'est que je suis face à un cabinet de dentistes.
je suis parti de ça, j'en arrive à la remise en question par des écrivains situationnistes, par des anarcho-primitivistes, par des anti-civilisations. Euh, bon. Et du coup, c'est quoi mon point? C'est dans cet exercice mental où on se permet de remettre en question et de questionner, d'avoir un avis critique sur des aspects de la civilisation, voire la civilisation elle-même. J'ai pas énormément creusé, hein, mais j'ai pas encore j'ai beaucoup vu de remise en question de l'agriculture en tant que modèle, en tant que moyen de survivre pour l'homme, ou plutôt, enfin, ouais. L'homme avant l'agriculture survivait, il vivait, il se nourrissait, donc est-ce que c'est un moyen de survivre? Je sais pas, mais en tout cas c'est un moyen de mieux vivre, on va dire. Et j'ai rarement entendu, enfin j'ai jamais entendu parler de remise en question en fait de la médecine. Donc voilà, le point de départ de la vidéo, c'est que face à ce cabinet de dentiste, là, en face de moi, j'ai un patient qui est venu chez une dentiste pour se faire opérer, pour m'en consulter. Et en fait, je me suis mis à la place de la dentiste. Je me suis au départ étonné en fait de ça. Pas étonné, mais en tout cas, je me suis dit que pour faire ce métier-là, qui doit, et tous les métiers autour de la médecine, hein, c'est des métiers qui, je pense, sont durs. On endure des choses, on voit des choses qui sont faciles pour personne à voir, en fait, c'est-à-dire de la souffrance. Et pour tenir, en fait, je pense qu'il y a un vrai désir, un vrai appétit, un vrai goût, et ouais, voilà, une attraction pour le fait de guérir, pour le fait de retirer à quelqu'un sa souffrance, ou en tout cas essayer de la diminuer, quoi. Et voilà, dans l'expérience mentale qu'on fait, qui est de critiquer non pas des personnes, non pas des désirs, non pas des appétits propres à chacun, qui résultent d'une expérience qui est totalement subjective et que je cherche même pas à remettre en question, en fait. Mais si on doit avoir un avis critique sur la médecine en tant que fait social, on va dire, la santé en tant que fait social, est-ce qu'on ne peut pas, de la même manière que certains critiquent l'agriculture comme une domination par l'homme de la nature, est-ce qu'on ne peut pas critiquer la médecine comme une domination par l'homme de la nature, mais pas la même nature. Enfin, le mot nature, là, dans ma bouche, la deuxième fois, n'a pas le même sens que la première fois quand je parlais d'agriculture. La première fois, c'était vraiment de la nature, on va dire, physique. Celle qu'on résume souvent, voilà, avec la faune, la flore et les paysages, quoi. Là, c'est plus la nature comme processus de la vie, quoi. C'est aujourd'hui le cancer. Non. C'est des maladies ont à peu près toujours existé, même quand c'était au stade d'anomalie. Aujourd'hui, on parle de maladies civilisationnelles avec le diabète, avec le cancer, avec des choses comme ça. Même sans aller dans ces maladies et dire que celles-ci ne sont pas naturelles, les maladies sont en soi naturelles, même quand elles étaient au stade d'anomalie. On va dépasser ce stade et on va dire que toutes les maladies aujourd'hui sont naturelles, simplement parce qu'elles apparaissent, parce qu'elles existent. Moi, le mot naturel, c'est quelque chose avec lequel, sur lequel je me questionne beaucoup. Le mot nature et l'adjectif naturel, c'est que, par exemple, aujourd'hui, je sais plus quel youtubeur a dit ça, la bétonisation et l'artificialisation des sols
est naturel. C'est François Montou. Pour ceux qui veulent aller voir sur YouTube, François Montou, Monthaux. Donc c'est un YouTuber suisse qui parle beaucoup de philosophie. Un YouTuber qui parle de philosophie. Il se définit pas comme philosophe, il se définit pas trop en fait. Il aime pas trop les cases, mais c'est lui qui dit que la bétonisation est aujourd'hui naturelle. Parce que c'est quelque chose qui se passe de manière récurrente et c'est dans l'ordre des choses que des terrains qui jusque-là n'étaient pas bétonisés le deviennent. Donc la bétonisation est naturelle. Et donc là on voit, il y a une différence en fait entre le naturel et l'artificiel. C'est que on peut opposer naturel à artificiel. Une voiture est artificielle un bout de bois sur lequel une pirogue en bois sur laquelle on navigue est plutôt naturelle plus qu'artificielle. Mais il y a une autre opposition qui là relève pas du tout de la définition de faune, flore, paysage de la nature, mais qui renvoie plus à la notion de nature comme processus et comme ordre en fait, ordre des choses. C'est qu'on peut opposer nature et désordre en fait, plus ou moins. Quand on dit la nature des choses, là on parle bien de nature et on parle pas du tout de la nature comme faune, flore et paysage. Je me suis un peu perdu, mais voilà, c'était il y a eu une idée comme ça dans ma tête qui est venue en me mettant à la place d'une dentiste. J'ai commencé par me dire qu'elle avait un fort désir. En fait, je suis parti de son désir de guérison qui lui permet de tenir qui va lui permettre, j'espère pour elle, ou j'espère pas d'ailleurs, mais qui lui permet en tout cas jusque-là de tenir alors qu'elle fait une tâche qui est pas facile. Mon esprit a dérivé et j'en suis venu à critiquer le fait social qu'est la médecine et l'attention à la santé comme une espèce de domestication de l'homme par l'homme. J'ai précisé que c'était une expérience mentale. Je suis pas le premier parce que j'ai pas un attrait énorme pour le docteur et la médecine, en tout cas chimique. Mais dès que c'est un petit peu grave, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais rejeté un moyen d'éviter une souffrance qui soit plus ou moins insupportable. Quand on m'a proposé de m'anesthésier pour me faire retirer les dents de sagesse, j'ai pas bronché. Quand on m'a demandé si on voulait m'anesthésier pour non, c'est vrai, c'est pas vrai, j'ai pas fait ça. Pour les amygdales, j'ai pas dit non, je suis anti-civilisation. Et veuillez m'opérer brut. Et d'ailleurs, je pense que plus que la démarche d'anti-civilisation, etc., consisterait plus à pas vouloir se faire opérer plutôt qu'à rejeter dans l'opération ce qui est artificiel, on va dire, qui peut être la morphine, qui peut être des anesthésiants, qui peut être des choses comme ça. Des anesthésiants chimiques, je précise, parce que je m'y connais pas bien, mais si à partir de pavots, toi ou quelqu'un apprend artisanalement à retirer de la morphine que tu peux prendre, et on peut moins parler d'artifice, en tout cas, je pense. Du coup, pour ouvrir un peu on va dire le débat, que là on a plus initié, quoi. Pour ouvrir, je pense que il faut repartir
comme souvent avec notre civilisation, la Grèce antique, et au philosophe qui a créé les bases, qui a théorisé les bases un peu de la médecine occidentale. Ah là là, je vais pas avoir son nom. Hein. Euh, Hippocrate, voilà, d'où le serment d'Hippocrate, qui a un dicton qui dit primae no nuire, c'est que tout d'abord, en gros, c'est littéralement, je crois, j'ai jamais fait de latin de ma vie, hein. Mais je crois que ça se dit un peu, en gros, tout d'abord, le but est de ne pas nuire. Le but de la médecine est de ne pas nuire. Donc voilà, je pensais pas mal pour ouvrir un peu le débat sur la médecine comme fait social et à analyser sous le prisme de la domestication de la nature par l'homme. Voilà, est-ce que cette doctrine d'Hippocrate a été un peu dévolue? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne suffit pas à ne pas nuire, mais on va très loin dans la guérison. On estime de plus, enfin, il y en a pas mal, les transhumanistes, qui estiment que la mort est une maladie et qu'il faut guérir de la mort. Donc, est-ce que on allait trop loin dans la doctrine hippocratique et c'est quelque chose dans lequel on peut revenir en arrière, pour lequel on peut revenir en arrière, ou bien cette doctrine en soi contient les failles qui nous ont amenés à l'appliquer de manière trop brutale et trop radicalement en fait. Même si j'aime pas trop le mot radical, enfin j'aime bien le mot radical et du coup l'utiliser dans un sens péjoratif j'aime pas trop, mais peut-être trop brutalement ou trop littéralement. Voilà. Est-ce qu'il est même possible de penser une médecine où le but ce serait même pas de ne pas nuire? Donc Hippocrate a dit pour Hippocrate la médecine c'était non pas de guérir mais plus de ne pas nuire. Est-ce que c'est possible de penser une médecine qui irait encore plus loin dans la non-domestication et dans la non imposition par l'homme d'une technique qui est la médecine? Je sais pas. C'est des questions qui m'intéressent pas mal par rapport à l'agriculture, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que est-ce que à la base il y a un problème avec l'agriculture? Est-ce que c'est un problème l'agriculture en soi? Ou est-ce qu'on allait trop loin dans notre notre conception de ce que doit être l'agriculture? L'agriculture, c'est donc domestiquer la nature pour qu'elle nous apporte plus. Est-ce que dès le départ, l'agriculture a des failles qui vont faire que c'est impossible qu'elle ne dégénère pas? Ou est-ce que il est possible de penser une agriculture on va dire viable et saine tant pour l'homme mais que surtout pour la nature en fait. Voilà, dans les grandes lignes. Bon, j'en ai parlé assez légèrement, mais c'est des sujets qui touchent à la survie, qui touchent à la vie, à la santé, à la mort. Donc c'est pas des sujets légers. On peut en parler légèrement. Là, on est vraiment au stade de la théorie. Faire devenir ça une doctrine politique, voilà, faut juste être cohérent. Quand on commence à parler de politique et de mettre en place un type de société dans lequel on refuserait l'agriculture soit en soi, soit le modèle agriculture actuel, dans lequel on refuserait la médecine soit en soi, soit dans son modèle actuel, voilà, faut être conscient en fait, et faut être prêt à ce que ça implique. Voilà, donc j'ai ouvert un peu avec Hippocrate.
Et pour finir sur ce que je viens de dire, d'être conscient un peu de ce que ça implique quand on parle de politique, avec le prisme du rejet un peu de la civilisation. Faut savoir qu'au XVIIIe, en gros, les courants un peu ludistes, mais qui s'appelaient pas du tout comme ça, hein, qui s'appelaient même pas, qui avaient les gilets jaunes, comment dire, sont ultra organisés et très très théorisés par rapport à ce qu'étaient à l'époque les révoltes que maintenant on dit ludistes, mais à l'époque c'était d'une grande spontanéité. C'était des révoltes d'artisans qui détruisaient toutes les machines, qui baissaient la qualité de leur création et qui appelaient à abattre tous les propriétaires. Donc voilà. Plus que la cohérence du discours politique, il y a une espèce de conscience et il y a quelque chose à assumer. Dès lors qu'on porte cet engagement un peu anti-civilisationnel qu'on veut, et si on veut le porter dans la société, il faut réfléchir à son quotidien, et il faut réfléchir au quotidien pour les gens, qu'impliquerait la mise en œuvre collective de ces idéaux d'anti-civilisation et de société qui essayent de se détacher d'aspects de la civilisation qu'on peut dire qu'on peut assimiler à de la domestication aujourd'hui de l'homme par l'homme, et qui a commencé pour beaucoup, pour les gens dont j'ai parlé, qui a commencé par la domestication par l'homme de la nature.